Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Allo Family. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la prématurité. J'ai fait ma première vidéo où j'ai expliqué dans cette première partie la définition de la prématurité et les causes les plus probables pour qu'on arrive à avoir un accouchement qui arrive beaucoup plus tôt et du coup que nous ayons un bébé prématuré. Cette deuxième vidéo va parler tout simplement des grossesses à risque et plus particulièrement de la mienne. Donc en fait, je vais vous raconter du début à la fin ce qui s'est passé par rapport à ma grossesse, pourquoi et comment ça a commencé jusqu'à mon accouchement tout simplement. Et la prochaine vidéo, je vous détaillerai ce qui s'est passé pour l'accouchement et des suites d'accouchement derrière à l'hôpital. Donc pour commencer, c'est pas ma première grossesse, c'est la deuxième grossesse. Donc j'ai eu Lina en 2013 où cette grossesse-là s'est très bien passée, il n'y a jamais eu aucun problème. Les 9 mois se sont passés très bien, j'ai accouché presque à terme, donc 10 jours avant terme. Donc tout s'était très bien passé, l'accouchement parfait, franchement on ne pouvait pas rêver mieux. Donc quand je suis retombée enceinte de Luca donc, en juillet, ça s'est très bien passé aussi. Donc j'ai tout simplement appris ça en faisant un test de grossesse. Moi et mon mari, on avait décidé d'avoir un deuxième bébé quelques semaines auparavant, donc ça est arrivé assez rapidement en fin de compte. On était très contents. Lina aussi, elle savait qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur et était très heureuse aussi. Tout allait bien, j'avais mon suivi gynécologique donc tous les mois, c'était le même gynéco que j'avais eu pour ma fille. Donc il savait que j'avais aucun problème particulier par rapport à ma première grossesse. Jusqu'au deuxième mois de grossesse, tout allait bien jusqu'au jour où, en fin de compte, c'était un vendredi soir. Ouais, un vendredi soir, j'ai commencé à perdre beaucoup de sang. Mais quand je dis beaucoup de sang, c'est énormément de sang. Donc là, j'ai paniqué. Il y avait mon mari à la maison, heureusement, qui m'a emmenée tout de suite aux urgences. Donc j'étais dans un état catastrophique. Pour moi, de toute manière, c'était une fausse couche. Pour perdre autant de sang, je ne voyais pas ce que ça pouvait être d'autre. On arrive aux urgences, on attend déjà plus de 2 heures en salle d'attente. Pourtant, c'était quand même. Je m'étais renseignée sur internet où les urgences gynécologiques les plus près, pour pas que j'aille dans des urgences générales et que j'attende pendant 6 heures. C'était des urgences gynécologiques, mais j'ai déjà attendu beaucoup de temps quand même. Vient mon tour de passer, donc j'explique au gynéco ce qui se passe. Il me fait donc en premier un toucher vaginal. Mon col était fermé et ensuite il me fait donc l'échographie de contrôle. Et là, à la grande surprise, le cœur du bébé bat toujours. Donc en fin de compte, c'était pas du tout une fausse couche que j'étais en train de faire. Pour lui, en fait, ce qui se passait, c'était un décollement du placenta. Ce qui s'est avéré vrai par la suite. Moi, j'ai été voir mon gynéco le lendemain, qui me suivait, qui m'a refait un contrôle et tout. Et effectivement, c'était un décollement du placenta, tout simplement. Donc en fait, c'est le placenta qui se décolle de sa place, en fait, et qui descend au niveau de la paroi. Donc moi, il était carrément descendu tout en bas. C'est pour ça que j'avais perdu autant de sang. C'était hallucinant pour moi de perdre autant de sang. Je pensais vraiment que c'était une fausse couche et je savais même pas qu'est-ce que c'était qu'un décollement du placenta. Comme je vous dis, ma première grossesse n'avait rien à voir, donc je m'y connaissais pas du tout. Donc suite à ça, mon gynéco m'explique qu'un décollement du placenta, ça peut être très grave durant la grossesse, que la grossesse va être compliquée par la suite parce qu'il faut que le placenta se remette à sa place. Et pour que le placenta se remette à sa place, il n'y a qu'une seule règle, ce n'est plus rien faire. Ça veut dire qu'il ne fallait plus bouger, les rester allongé au maximum, éviter tout ce qui était voiture parce que ça fait des vibrations et ça fait bouger pareil, en fait on se rend pas compte mais juste en voiture ça fait bouger énormément de choses à l'intérieur du ventre. Donc quand on a une grossesse normale, bon, la voiture il n'y a pas trop de problème. Mais quand on a une grossesse à risque, donc à partir de ce moment-là, mon gynéco m'a expliqué que c'était une grossesse à risque que j'avais, due au décollement du placenta, je n'avais le droit de plus rien faire et il fallait que je reste allaitée à la maison. Et je lui dis, mais allaiter combien de temps? Il me dit, bah écoute, ça dépendra de comment on va cicatriser tout ça à l'intérieur. Ça dépend combien de temps on va prendre pour que le placenta, parce que le placenta peut se remettre à sa place tout seul, combien de temps ça va prendre. Je lui dis ok, bon bah pas de souci, on va faire ce qu'il faut. Donc j'ai été arrêtée, donc il m'a fait un arrêt tout de suite de 1 mois.
Je suis allée rester à la maison le premier mois sans problème, hein, je ne faisais strictement plus rien. Je me levais vraiment pour faire une petite chose que j'ai, le linge, je me mettais assise pour le faire. Pareil pour préparer le repas, je préparais le maximum assise et mon mari reprenait le relais dans la cuisine de ce qu'il y avait besoin de faire. Le ménage par contre je le faisais plus du tout, ça c'était même pas la peine, c'était donc soit ma maman qui venait le faire chez moi pour m'aider, soit mon mari pareil qui m'aidait au niveau des tâches ménagères. Ma fille a compris, pour ma fille parce qu'elle a 4 ans, ça comprend tout. Comment je lui ai expliqué ça? Tout simplement, je lui ai dit que le bébé donc, qui était à l'intérieur de maman allait très bien, sauf que maman devait se reposer pour le bien du bébé. Donc jusqu'à là, ça allait très bien, c'était très simple pour elle, elle comprenait. Le plus dur, c'est que je pouvais plus l'emmener à l'école, je pouvais plus aller la chercher, c'était vraiment mon mari ou mes parents qui ont pris le relais par rapport à ça. Mais en contrepartie, je passais beaucoup de temps avec elle à la maison, même si c'était allongé, à faire des jeux de société, à faire des dessins, à faire des activités tout simplement où je pouvais, où ce qui ne mettait pas en danger, si vous voulez, la santé de mon bébé. Donc, après ça, j'ai continué à perdre du sang. Donc j'avais par contre, cette fois-ci, j'étais suivie beaucoup plus près, donc c'était toutes les 3 semaines, je devais aller chez gynéco. Je continue à perdre du sang, ça se calmait un petit peu, ça reprenait, ça se calmait un petit peu. Franchement, j'ai en fait tout simplement jusqu'à l'accouchement, j'ai jamais arrêté de saigner. Je commençais quand même au bout de 3 mois. Oui, au bout de 2 mois, donc à 5 mois de grossesse, je commençais quand même à m'inquiéter. Je dis c'est pas normal. En fait, si vous voulez, pour vous dire approximativement, c'était comme des règles. Tout simplement, moi j'ai quand même des règles assez abondantes. Donc pour vous dire approximativement la quantité de sang que je perdais, c'était à peu près ça, comme des règles. Donc en fait, j'ai porté un tampon, des tampons pendant à peu près 4 mois. J'avais pas le choix, ça s'est jamais arrêté. Et je demandais à mon gynéco à chaque fois que j'y allais toutes les 3 semaines, il me faisait une écho de contrôle. Je disais, mais le bébé va bien, je perds quand même beaucoup de sang. C'était ça mon inquiétude en fait. La question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est mais est-ce que ça va pas gêner mon bébé pour qu'il grandisse? Le sang que je perds, d'où il vient? Parce que, d'accord, sur l'échographie qu'il me faisait, il me dit écoutez, je comprends pas, moi, votre placenta, il est remonté. Il était remonté à sa place d'origine, quoi. Donc la cicatrisation du décollement, c'était très bien fait. Tout s'était résorbé totalement. Donc là-dessus, il me dit, ça peut être la cicatrisation du décollement, encore une fois, qui a du mal à se faire, donc vous perdez encore du sang. Moi, c'est un médecin, c'est un gynéco en qui j'ai confiance. Il m'a fait accoucher de Lina, ça s'est très bien passé. D'autres personnes de ma famille sont chez lui. Il n'y a jamais eu aucun problème. Donc je me suis jamais posé la question, mais est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il dit en fait? Donc jusqu'à là, je ne me pose pas trop de questions. Et arrivé à 6 mois de grossesse, pour ma visite de mon 6e mois, tout simplement. Donc à 27 semaines plus... Non, 26 semaines, excusez-moi, de grossesse. J'arrive chez mon gynéco. Je perds toujours autant de sang et j'avais l'impression que ça s'augmentait. En fait, je lui disais, écoutez, j'ai l'impression que le sang que je perds s'augmente. J'aimerais vraiment qu'on refasse un contrôle. Parce que j'avais eu ma 2e échographie une semaine avant. Vous savez, vous avez 3 échographies obligatoires en fait pendant que vous êtes enceinte. Donc c'est pas lui qui les fait, il faut aller dans un cabinet spécial pour les faire. Donc moi j'avais ma 2e échographie, je crois que c'est l'échographie de morphologie. Oui, c'est ça que j'avais eu, parce qu'en fait la 3e je l'ai jamais eu, j'ai jamais eu le temps de l'avoir parce que j'ai accouché avant. Donc j'avais eu mon échographie de morphologie une semaine avant. Elle aussi, la dame, c'était une dame qui m'avait fait l'échographie, qui disait que le bébé allait très bien, il était même en bonne position, il avait déjà la tête en bas, le col était toujours fermé, tout était bien, il se développait très bien au niveau du stade de la grossesse. Luca, pareil, au niveau, vous savez, il mesure, il regarde le cerveau et tout, tout était vraiment parfait, quoi. Donc je m'inquiétais pas plus que ça, jusqu'à que la semaine d'après, j'avais rendez-vous pour mon 6e mois, donc le rendez-vous du 6e mois, et j'avais l'impression que je perdais plus de sang. Donc je lui en fais part, il me dit va en salle d'examen, il me fait un toucher vaginal, et là il me dit Kim, tu es ouverte à 1 centimètre. En sachant que j'étais à 6 mois de grossesse et que depuis 2 mois de grossesse, je ne sortais plus de chez moi. Je me levais pour manger, aller aux toilettes et me laver. Je ne faisais strictement plus rien, donc moins faire, c'était pas possible. Je restais allongée toute la journée. Après, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit conseil si vous aussi vous êtes actuellement ou vous allez être peut-être dans le même cas que moi j'ai été, le petit conseil pour pas perdre la tête, parce que clairement il y a des moments où j'avais l'impression que je devenais folle à force de rester enfermée chez moi.
Euh, donc il me dit qu'il faut que j'aille tout simplement à l'hôpital. Je dis mais comment ça aller à l'hôpital? Il me dit oui il faut que... Donc à la base je devais accoucher dans une clinique, hein, parce que pour ma fille j'ai accouché dans une clinique privée. Donc je devais accoucher dans une clinique où lui il accouche. Et là il me dit non il faut que tu ailles dans un hôpital de niveau 3. Je dis mais pourquoi? Il me dit parce que ça va pas du tout. Effectivement il m'a fait au niveau du toucher vaginal et de l'échographie. Pour moi c'est une urgence, il faut que tu ailles dans un niveau 3, que tu leur dises que tu perds du sang, il faut que tu voies des médecins d'urgence. Je suis d'accord. Et je lui explique aussi que j'ai le ventre qui se durcit aussi tous les soirs. Tous les soirs, en fait, je sentais Lucas bouger un petit peu dans mon ventre. Et à chaque fois qu'il bougeait, j'avais l'impression que mon ventre devenait tout dur. Et en fin de compte, c'était pas le ventre qui durcissait, c'était des contractions. C'était pas des contractions de travail, parce que j'avais pas mal, mais c'était des contractions en fait. Quand mon ventre durcissait, bah, c'était des contractions tout simplement, et je m'en étais pas rendu compte. Pour moi, c'était rien de grave, parce qu'en fait, Lucas bougeait à ce moment-là. Donc pour moi, je me suis dit, bah, le petit bouge, donc c'est peut-être ça qui fait que mon ventre durcit. Pas du tout en fait, c'était des contractions. Donc ça, plus ça, plus ça, il a pas pris le risque. Il m'a dit, écoute, tu vas dans un niveau 3, tu leur expliques ce qui se passe, et il faut que tu sois hospitalisé pour surveillance. Donc là déjà, bah, moi je fonds en larmes, hein, très clairement. Je me dis que ça fait des mois et des mois que je reste allongée, que je fais plus rien, que je prends sur moi, que j'essaie de faire tous les efforts possibles parce que je veux que cette grossesse se passe bien, aille au bout. On y croyait tous. Donc très clairement, là ça a été la descente en enfer quand il m'a dit ça. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon sac. Mon mari m'a accompagnée avec ma maman à l'hôpital. Et donc j'arrive, je leur explique que exactement ce que gynéco m'a dit de dire, donc que je perdais du sang depuis plusieurs mois, que j'avais le ventre qui durcissait, et que j'étais allaitée à la maison depuis plusieurs mois déjà, et que j'étais ouverte surtout à 1 centimètre. Donc là, ils me mettent tout de suite, j'attends même pas, il y avait beaucoup de mamans enceintes qui attendaient dans celle d'attente aux urgences gynécologiques. Je suis passée avant tout le monde, ils m'ont juste pris mes papiers, ils m'ont mis dans une salle, et là il y a 4 personnes qui sont arrivées d'un coup, j'ai pas compris ce qui se passait autour de moi. Ils ont posé le monitoring pour surveiller le rythme cardiaque du bébé. Ils m'ont posé une perfusion tout de suite. Ils m'ont fait une prise de sang tout de suite. Franchement, j'ai eu 15 000 examens. Et je sais pas si c'est stress. Je sais pas si c'est le fait que j'avais peur ou que j'étais angoissée. Bah, figurez-vous que j'ai eu des contractions douloureuses. Cette fois-ci, ça veut dire qu'en fait, les contractions que j'avais, je les sentais. Et effectivement, sur le monitoring, ce qui est bien, c'est on peut surveiller le rythme cardiaque du bébé, mais ça vous donne aussi des contractions. À chaque fois qu'il y a une contraction, vous voyez la machine qui monte comme ça. Ça fait un genre de trait à chaque fois que vous avez une contraction. Et bah, ça n'a pas loupé, hein. J'avais des contractions à peu près quand je suis arrivée aux urgences toutes les 15 minutes. Et c'était des contractions assez fortes. Donc au début, ça va, je les sentais pas trop. Mais au bout d'une heure, je les sentais bien. En sachant que j'ai déjà accouché une fois, donc je sais ce que c'est que des contractions de travail et des contractions douloureuses. Et je savais à ce moment-là que j'étais en travail. Donc là, franchement, j'étais dans un état mais catastrophique. Je savais pas du tout ce que je faisais là. Pour moi, c'est psychologiquement dans ma tête, j'étais pas prête à accoucher, quoi. C'est pas possible. Je suis qu'à 6 mois. Je leur dis, il y a un problème quelque part. Le pourquoi du comment, chercher les réponses à mes questions. Les médecins me disent, écoutez, on fait des examens, on essaie de savoir ce qui se passe. Et là, bah, t'as le médecin qui arrive et qui te dit que tu es en travail et qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à ce cas-là. La première, c'est qu'on te passe un produit. Donc le nom du produit, les filles, je ne l'ai pas. Comment vous dire que là, comme ça, je ne pourrais pas vous le dire. Si je le retrouve, je vais essayer de le rechercher dans mon certificat d'hospitalisation parce que tout est noté. Je vais vous le mettre en barre d'infos, le produit qu'ils m'ont mis en perfusion en fait. Donc ça, c'est un produit en fait qu'ils vous mettent pour stopper les contractions de travail. En sachant que ce produit-là, pendant la grossesse, vous ne pouvez l'avoir qu'une fois. C'est un produit qui passe en fait, qui vous met en perfusion pendant 48 heures. Attention, ça marche pas sur tout le monde. Donc une maman qui arrive comme moi et qui a le même problème que moi et qui vont lui mettre ce produit-là, c'est pas sûr que ça stoppe les contractions du tout. Ça peut ne pas stopper ou ça peut stopper. Donc ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc le médecin m'a bien expliqué que ça pouvait marcher ou pas. Donc là, moi j'étais à partir de ce moment-là, ils m'ont passé en salle de naissance, hein, tout simplement, parce que j'étais en travail. Ils me passent le produit et je suis restée en salle de naissance pendant 6 heures. Ouais, 6 heures. Parce que j'étais sous surveillance, parce que je perdais énormément de sang et que j'avais toujours des contractions. Au bout de 3 heures, ça a commencé à diminuer. J'avais l'impression que j'avais moins mal. Et effectivement, sur le monitoring, on voyait en fait, donc comme je vous disais tout à l'heure, les petites montagnes qui commençaient à diminuer et ça se passait de plus en plus. Donc là, franchement, j'étais tellement contente. Je crois que j'ai remercié
J'ai dit c'est pas possible, j'ai trop, c'est un miracle ce produit parce que pour moi ça y est, j'allais accoucher, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé et tout. Et heureusement ce produit là a fait que mes contractions se sont arrêtées. Si vous entendez un petit bruit à côté, c'est Luca tout simplement qui est juste à côté de moi et qui commence un peu à parler. Donc pour en revenir au sujet, donc j'étais trop contente en fait. Il y avait ma maman avec moi, la pauvre, parce que mon mari était reparti travailler. Elle était super contente en sachant que je mourais de faim. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis arrivée 5 heures auparavant à l'hôpital, je n'ai strictement rien mangé. En sachant que je n'avais mangé que le matin au petit déjeuner, parce que j'avais rendez-vous à 10 heures chez mon gynéco. Donc là, après cet investissement, quand les contractions se sont arrêtées, c'était le soir en fin d'après-midi, donc il va être 18 heures. Donc depuis le matin, je n'avais pas mangé, j'en pouvais plus, je n'avais pas le droit de boire non plus. Parce que ça, il faut le savoir, si vous êtes en travail, il y a un risque que vous ayez une césarienne. Et dans ces cas-là, vous allez au bloc. Et dans ces cas-là, vous n'avez le droit ni de boire, ni de manger au cas où si vous devez avoir une césarienne. Ça, j'en pouvais plus. Donc les contractions se sont arrêtées. Et là, il me passe en service de grossesse à risque. Je ne savais même pas que ça existait. Donc en fait, c'est un service au rez-de-chaussée de la maternité où il y a toutes les mamans qui sont hospitalisées pour des grossesses à risque. C'est toutes les mamans. Donc vous avez, parce que du coup je suis restée quand même 10 jours en grossesse à risque. Ça c'est une chance que j'ai réussi à tenir 10 jours. J'ai croisé des mamans, ça faisait 2 mois qu'elles étaient là. 2 mois. 2 mois d'hospitalisation. Franchement, il faut avoir du courage parce que moi personnellement, je suis restée 10 jours et je devenais folle, mais je me disais c'est pour ton bébé, et il faut que tu continues à te battre. Tu dis tout et n'importe quoi tout simplement pour garder le moral. Hein. Franchement, tout marche, tout ce qui peut vous remonter le moral, allez-y, prenez-le, prenez des ondes positives parce que je sais que c'est dur à vivre, je l'ai vécu. Donc si vous êtes dans ce cas-là, franchement, il faut avoir du courage et il faut avoir de la volonté surtout. Et de toute manière, quand on est maman ou quand on est future maman, je pense que nos enfants passent avant tout et la volonté, c'est ce qui marche tout simplement. Je suis restée donc 10 jours et il y avait des mamans, je vous disais, qui étaient là depuis 2 mois. Il y en a eu, il y en avait parce qu'elles avaient tout simplement percé la poche des os. Voilà, à partir du moment où vous percez la poche des os, l'hôpital ne peut pas vous laisser ressortir. C'est rare, hein. Après ça dépend des hôpitaux. À Créteil, donc là où j'ai accouché c'était à Créteil, l'intercommunal de Créteil exactement. Eux là-bas, à partir du moment où tu perces la poche des os, il y a un risque d'infection en fait pour le bébé. Donc dans ces cas-là, ils ne laissent pas sortir les mamans. Donc, revenons à moi. Ce qui se passait, c'est donc moi ils m'ont gardé tout simplement parce que j'avais le produit donc Adalat. Voilà, le produit s'appelle Adalat. Ça y est, je savais que ça allait me revenir. Qui passait pendant 48 heures, donc parfait, il a marché. Le lendemain, je ne sentais plus rien, j'avais plus de contraction. Par contre, je perdais toujours du sang et en fait, ce qu'ils m'ont pas dit tout de suite, c'est qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. Pour eux, je leur ai expliqué ce que mon gynéco m'avait dit, pour eux ça ne venait pas de là. Ils m'ont dit c'est pas possible qu'un décollement du placenta que vous avez fait il y a déjà plusieurs mois sur les échographies, puisque eux aussi me faisaient des échographies tous les 2 jours. Hein. Tous les 2 jours j'avais une échographie de contrôle dans le service et eux me disaient on reprend, on en était, désolée on a été coupé, je devais aller m'occuper de mon fils. Donc ce que je vous disais il y a 5 minutes, donc c'est que je suis restée 10 jours donc, en service de grossesse à risque. Et donc les médecins me faisaient des échos tous les 2 jours, mais ils comprenaient toujours pas d'où venait ce sang. Pour eux, encore une fois, ça venait pas du décollement du placenta que j'avais fait à 2 mois de grossesse. Pour eux, ça venait d'autre part, donc ils cherchaient toujours. J'avais eu le produit, donc Adalat, donc il n'y avait plus rien à faire. Si les contractions revenaient, en gros, on ne pouvait plus rien faire. Au bout du 9e jour, donc juste avant la veille de l'accouchement tout simplement, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais vraiment très léger. Donc je me suis pas inquiétée tout de suite, j'ai quand même prévenu le médecin, parce qu'en sachant qu'en grossesse à risque, vous avez les médecins qui viennent tous les matins, voir comment vous allez, regarder les examens que vous avez eu dans la journée, regarder le monitoring, parce que vous avez pareil en grossesse à risque, il faut savoir que vous avez un monitoring le matin et un monitoring le soir, pour vérifier que vous n'avez toujours pas de contraction et que le rythme cardiaque du bébé est toujours bon. Donc moi c'était le cas, et donc la veille de l'accouchement, donc j'ai accouché le 11 janvier, le 10, je leur explique que je commence à avoir un petit peu mal, donc ils me refont un monitoring dans l'après-midi, donc comme j'en avais déjà le matin, ils n'ont pas voulu attendre le soir, ils m'ont reposé à l'après-midi,
Effectivement, il y avait des petites contractions qui étaient là, mais elles étaient très espacées, donc rien d'inquiétant. Et encore une fois, j'avais toujours le col ouvert à 1 depuis que je suis à... Donc 8 jours avant que j'étais hospitalisée, mon col n'avait pas bougé. Donc ça c'est top. De toute façon, je ne bougeais pas de mon lit, donc je vois pas comment je pourrais que mon col s'ouvre tout seul, quoi. Donc à partir de ce moment-là, ce jour-là, on me fait donc une écho de contrôle comme tous les 2 jours. Je vais pour faire mon écho, donc c'était une interne qui me l'a fait. Elle me fait l'écho, je vois le bébé bouger, tout va bien. Elle regarde tout ce qu'elle a regardé et elle me dit bon bah c'est bon, vous pouvez retourner dans votre chambre. Donc je retourne dans ma chambre comme d'habitude. Et là, tu as la chef de service qui vient dans la chambre et qui me dit excusez-moi, madame, il faut retourner en salle d'échographie. Je lui dis bah je viens de la faire. Votre collègue m'a dit que tout était bon. Elle me dit oui, oui, mais je voudrais revérifier quelque chose. Donc là, je retourne dans la salle d'échographie et je lui explique que j'ai quand même des douleurs au niveau du ventre depuis le matin et que je trouve que ça s'accélère un petit peu, quoi, comme si c'était des contractions. Là, je les sentais vraiment bien, quoi. Elle me refait l'écho avec donc l'interne qui m'avait fait la première fois l'écho. Elle regarde et tout. Et elle lui dit, tu vois, c'est là. Et je la regarde comme ça, je dis, mais qu'est-ce qui est là? Et elle me dit, elle lui dit, écoutez, on voit quelque chose sur l'échographie qu'on n'avait pas vu depuis que vous êtes là. Je lui dis, bah, c'est quoi? C'est un problème avec le placenta? Elle me dit, non, non, rien à voir avec le placenta, en fait, vous avez un hématome rétroplacentaire. Déjà, elle me dit ça, pour moi c'est du chinois. Je lui dis expliquez-moi ce que c'est parce que je vois pas du tout ce que c'est. Elle me dit bah, tout simplement c'est une poche remplie de sang qui est derrière la poche du bébé. Donc c'est très compliqué de la voir. Elle m'a dit nous on a réussi à la voir parce qu'on a des machines qui sont quand même assez avancées par rapport à des machines classiques chez un gynécologue. C'est pour cela que mon gynéco n'a pas pu le voir, hein, tout simplement. Parce que on s'en est rendu compte après l'accouchement que vu la taille de l'hématome, donc moi mon hématome rétroplacentaire faisait 7 cm. C'est énorme pour un hématome. Ça faisait très longtemps qu'il était là. Et en fin de compte, bah, le sang que je perdais venait de ces hématomes-là. Et franchement, ce que les médecins m'ont dit, c'est que c'est une chance que l'hématome n'ait pas pété ou que je n'ai pas fait une hémorragie à l'intérieur parce que bah, moi, ça aurait pu être fatal pour moi et ça aurait pu être fatal pour mon bébé. Elle m'a dit, de toute façon, à partir du moment où ils ont vu cet hématome-là en salle d'échographie, je suis passée direct en salle de naissance. Hein. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont dit, là, madame, moi, j'ai pas réalisé tout de suite, mais ils m'ont dit, c'est très grave. Il faut que vous passiez en salle de naissance, plus les contractions qui revenaient, et que de toute manière, j'avais déjà eu le produit pour stopper les contractions une fois, donc j'avais pas le droit de l'avoir une deuxième fois. Quoi qu'il arrive, il fallait passer en salle de naissance. Donc là, bah, je redescends, je me remets à pleurer. J'étais pas prête, quoi. Je dis c'est pas possible. Donc là, j'appelle mon mari pour lui dire qu'il vienne en urgence, que je passe en salle de naissance. Je lui explique ce qui se passe, tout simplement. Il y avait ma maman avec moi, la pauvre, parce qu'il faut savoir qu'elle venait tous les jours à l'hôpital. Elle venait passer la journée avec moi pour pas que je déprime parce que j'étais toute seule et que bah, quand on est dans cet état-là, on n'a pas trop le moral et on essaie de trouver du réconfort envers ses proches, quoi. Et, et du coup, je suis passée en salle de naissance, donc le 10. Le 10, j'ai tenu une journée complète et en salle de naissance. Et quand ils me faisaient des prises de sang, en fait, toutes les 2-3 heures, ils me refaisaient des prises de sang parce que mes globules étaient très bas, mais vraiment très très bas. Et en fait, il y a un seuil à pas dépasser au niveau des globules. Ils m'ont fait... j'avais les contractions qui s'accéléraient, pareil. Hein, plus les heures passaient, plus les contractions étaient vraiment très douloureuses. Là, par contre, j'avais vraiment des contractions de travail. Ça me rappelait vraiment l'INA, où c'était des contractions... Si on n'a pas vécu ça, on peut pas savoir vraiment la douleur que c'est. Je pense que si vous êtes une maman et que vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Ça se décrit pas en fait, hein, les contractions de travail. C'est une douleur qu'on ne peut pas décrire tellement la douleur est forte. Donc là, bah, ils m'ont fait la péridurale, hein, tout simplement. Donc ils m'ont posé la péridurale. Et en gros, ils m'ont dit voilà, il y a deux solutions. Soit votre col s'ouvre, parce que j'étais toujours à 1 cm, soit votre col s'ouvre et on voit pour un accouchement par voie basse si ça se passe bien, ou sinon ça sera césarienne. Donc là, à partir du moment là, je savais que j'allais accoucher. Tout de suite, il y a des pédiatres. Donc une interne et une pédiatre qui sont descendues donc, du service néonatologie, parce que j'étais, comme je vous ai dit, Créteil, l'hôpital Créteil, c'est un niveau 3, donc il y a un service de réanimation néonatale. Donc ils sont descendus d'en bas pour venir m'expliquer en fait ce qui allait se passer. Parce qu'ils m'ont dit voilà, là vous allez accoucher dans tous les cas dans les 24 heures qui arrivent, quoi qu'il arrive. Et ils m'ont expliqué de A à Z comment allait se passer la prise en charge de mon bébé.
et franchement j'étais en pleurs parce que j'étais paniquée, mais c'était vraiment rassurant qu'ils descendent pour m'expliquer ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire à mon bébé dès qu'il va sortir, comment ils vont le prendre en charge. Et ils m'ont rassurée parce que j'étais à 27 semaines de grossesse, donc c'est très peu, hein, c'est 6 mois de grossesse. Et ils m'ont dit qu'à 27 semaines de grossesse, il y a des enfants qui s'en sortent très bien en réanimation néonatale. Ils vont en couveuse tout de suite. Donc ils m'ont expliqué très brièvement, hein, parce que dans l'état où j'étais, déjà quand vous avez une péridurale, vous êtes à moitié shooté. Donc ils sont vraiment descendus pour me rassurer, pour me dire ce qui allait se passer légèrement par la suite, quoi. Donc je vous expliquerai dans la troisième partie j'ai fait une playlist, comme je vous ai dit au début, pour la prématurité. Dans cette troisième partie-là, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé après la prise en charge de mon bébé, moi, quand j'ai pu voir dans le service, comment il est fait pour que les mamans et les papas puissent voir leurs enfants au maximum, quand la naissance a lieu comme ça beaucoup plus tôt, où on s'y attend pas du tout, la prise en charge aussi par rapport aux infirmières, par rapport aux psychologues aussi qui se trouvent sur place. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo, parce que déjà la vidéo va être très longue, mais je voulais vraiment vous détailler mon accouchement et comment se passe une grossesse à l'été, pour que vous sachiez à peu près mon vécu à moi. Donc tout simplement après mon col ne s'ouvrait pas et j'ai eu le droit à une césarienne, donc parce que mes globules blancs, encore une fois, ils m'ont refait une dernière prise de sang et mes globules blancs étaient vraiment au seuil au plus bas où ils pouvaient aller, donc ils m'ont dit écoutez madame, on peut plus attendre, il faut vous césariser, c'est vraiment pour vous, quoi. C'était pour le bébé, lui, pouvait rester encore, hein, parce que j'étais monitorée, j'avais le monitoring sur le ventre. À partir du moment où vous passez en salle de naissance, il reste sur votre ventre pour la surveillance sur l'écran pour les médecins. Le bébé, lui, supportait très bien les contractions, il n'y avait pas de problème là-dessus. Par contre, moi, c'était mon corps, quoi. Ça allait plus du tout et ils voulaient pas prendre de risques pour ma santé. Ils m'ont dit faut césariser. Donc là, je passe en césarienne. Mon mari n'a pas pu rentrer avec moi parce que c'était une césarienne en urgence. Je suis rentrée, ça a été très rapide, hein, vraiment. À partir du moment où l'anesthésie vient pour vous remettre du produit, parce que là, c'est plus une anesthésie pour un accouchement classique qu'il faut, hein, c'est une anesthésie un peu plus forte, parce qu'on va quand même vous ouvrir le ventre. On me pose le drap bleu devant moi, et donc là, franchement, les filles, elles ont été. Comment vous dire que j'ai été accompagnée pour cet accouchement-là. J'avais pas mon mari à côté de moi, j'étais paniquée, mais j'ai eu des femmes extraordinaires. Un accompagnement, j'avais 2 aides-soignantes à côté de moi et j'avais l'anesthésiste. Il y en avait une qui me tenait la main, l'autre qui me parlait parce que je tremblais, j'étais vraiment angoissée. Et l'anesthésiste qui me demandait si ça allait, si je me sentais bien, si je chantais quelque chose. Je lui disais que je chantais rien, mais que j'étais paniquée, quoi. Donc la première chose que je dis, est-ce que je veux avoir mon bébé? Donc là, encore une fois, ce que m'a dit le médecin, c'est que s'il pleure, on peut me le montrer vraiment 3 secondes, le temps que je le voie, lui faire un petit bisou et il repartira tout de suite, donc avec les pédiatres, pour aller en réanimation néonatale, pour être pris en charge tout de suite, parce qu'il va avoir besoin d'oxygène tout simplement, hein. Vous vous rendez bien compte qu'un bébé qui arrive à 6 mois de grossesse, la maturation des poumons n'est pas faite, en sachant que, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est que quand vous arrivez en grossesse à haut risque, vous avez tout de suite les piqûres pour que les poumons de votre bébé se développent plus rapidement. Donc c'est 2 piqûres que vous avez à 2 jours d'intervalle. Voilà, moi je les ai eu à 2 jours d'intervalle. Donc j'avais eu ces piqûres-là déjà 9 jours avant. Donc j'étais quand même rassurée en sachant que j'avais eu ça et que mon bébé allait avoir plus de chances de respirer normalement à la sortie du ventre. Donc ça déjà, ça me rassurait. Mais voilà, on m'a dit c'est pas sûr du tout que vous le voyez. C'est même très peu... C'est pas que j'ai pas beaucoup de chance, mais dans les accouchements comme ça de prématurés, c'est très rare quand même que le bébé respire tout seul comme ça d'un coup, quoi, parce qu'il est vraiment tout petit. Donc il me fait la césarienne et là j'entends mon petit bébé pleurer. Donc franchement, il était tellement petit, mais quand je vous dis petit, c'était ça. Ouais, ça à peu près de longueur, que quand ils me l'ont mis dans le drap et qu'ils m'ont montré, je l'ai même pas vu. En fait, j'ai vu juste sa petite peau et ses petits yeux fermés. Je lui ai fait un petit bisou, ils sont partis tout de suite en fait. Et c'est mon mari qui a pris le relais derrière. Donc mon mari, par contre, il a pu les suivre tout de suite avec le bébé pour voir ce qui se passait. Parce que comme il respirait tout seul, il n'avait pas eu besoin de réanimation. Il a eu besoin d'oxygène bien sûr, mais il n'y avait pas eu vraiment de soins où le papa pouvait pas être là parce que ça pouvait être choquant pour lui de voir ça. Ils ont laissé Johan, donc mon mari, venir avec lui et l'installation en réanimation néonatale, il a pu tout voir, il a pu me prendre quelques petites photos et il est redescendu ensuite en salle de réveil parce que moi j'étais clairement shootée et la première chose que j'ai faite c'est lui dire comment il va Lucas, quoi.
Et là, il m'a montré les photos, il m'a dit qu'elle allait très bien, il m'a rassuré tout de suite. Il m'a dit franchement, le service il est au top. Il m'a dit les médecins ils m'ont rassuré. L'infirmière qui était de garde, donc c'est elle qui a eu Luca pour son arrivée, elle était top. Elle a rassuré Johan le plus possible qu'elle pouvait. Et donc il allait bien, j'allais bien. Et c'est ce qui comptait à ce moment-là. Même si nous, on était choqués et dans un état catastrophique parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, très clairement. On était content parce que Luca allait bien et j'allais bien et c'était le plus important. Voilà. Et suite à ça, je suis allée ensuite de couche. Donc là, on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vous détaillerai plus la suite de couche et du coup l'installation de Luca en réanimation néonatale dans la 3e vidéo de la prématurité. Ça sera vraiment sujet à ça. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, si vous êtes une maman allaitée et que vous regardez cette vidéo ou que vous venez d'apprendre que vous avez une grossesse à risque, gardez le moral. Faites-vous entourer par votre famille. Franchement, moi j'ai eu des copines quand j'étais à la maison qui sont venues pour me voir, pour me changer les idées. Ma famille qui était très présente, ma belle famille. J'ai eu beaucoup de chance que j'étais vraiment entourée. J'ai eu ma fille aussi qui est venue me voir même à l'hôpital. Donc je vous mettrai une petite photo ici parce que c'était très dur d'être loin d'elle pendant 10 jours. Mais elle l'a compris que c'était important pour le bébé que je reste hospitalisée. Dans la prochaine vidéo aussi, je vous expliquerai comment annoncer, parce que si vous êtes dans mon cas, vous avez déjà un enfant, faut savoir comment annoncer à son enfant que le bébé est là, mais qu'il est trop petit, donc qu'il doit rester à l'hôpital et qu'il ne peut pas le voir, parce que tout simplement, si vous avez un enfant plus âgé, il ne pourra pas voir son petit frère ou sa petite soeur tout de suite, pour des raisons tout simplement de microbes ou d'infection. Les enfants ne sont pas admis tout de suite en réanimation néonatale, donc ça fera partie de ma prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail tout ce qui est organisé autour de votre bébé pour que tout se passe au mieux tout simplement. Mais encore une fois, gardez le moral, dites-vous que c'est pour votre bébé tout ce que vous faites. Moi franchement, il faut vous battre, tout simplement, vous battre pour garder le moral, pas perdre la tête et vous dire que vous allez y arriver, tout simplement, vous dire, moi tous les jours je me répétais ça, que je vais y arriver, que je vais réussir à tenir le plus longtemps possible. Et même si vous ne tenez pas autant de temps, moi j'ai culpabilisé, et comme toutes les mamans de prématurées qui regarderont cette vidéo pourront vous dire, ou celles que vous connaissez, qu'elles ont toutes culpabilisé en se disant c'est ma faute. Non, non, c'est pas de votre faute, encore une fois. Malheureusement, c'est le destin, hein, comme on dit. Ça devait arriver, c'est arrivé tout simplement. On peut rien faire à ça, faut pas vous y prendre pour vous. C'est votre corps tout simplement, et vous y êtes pour rien. Même si vous faites tout, il y a un moment où votre corps dit stop. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour mon cas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'aurais eu beaucoup de mal à la filmer parce que c'est très dur pour moi de parler de ça, parce que ça reste quand même un moment de ma vie très très compliqué. Et surtout, c'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie parce que c'était très dur, tout simplement. Faut pas se cacher, c'est très dur ce qu'on a vécu avec mon mari et ma famille. Mais aujourd'hui, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et gardez le moral surtout. Ciao ciao.